Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et avant toute chose, merveilleuse année à vous tous. Vraiment, je vous souhaite à toutes et tous de réaliser vos rêves, de réaliser vos projets, de trouver la sérénité, d'avoir une bonne santé, ce qui est pour moi le plus important, sachant de quoi je parle. Nous sommes depuis quelques années malmenés de bien des façons. Mais un conseil, ne baissons pas les bras face à l'adversité. Et surtout, gardons à l'esprit que tout cela est transitoire, que c'est pour un futur, que c'est pour un avenir, et qu'il nous faut donc faire preuve de courage et de persévérance, parce que c'est ce qui conduira à un changement. Alors, ne lâchons rien et gardons espoir à toutes ces personnes qui vivent difficilement les fêtes de fin d'année, les fins d'année. Vraiment, je vous témoigne ma profonde sympathie et je vous envoie mes plus chaleureuses pensées. Gardez toujours à l'esprit que ce n'est qu'un passage. Ok ? Ceci dit, aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo qui, j'espère, suscitera votre intérêt. Parce que je vais lever le voile sur une question qui semble anodine, mais qui en réalité révèle, vous allez voir, lorsque les éléments sont mis bout à bout, un plan pour le moins troublant concernant notre évolution humaine. Alors, cette question à laquelle je vais tenter de répondre, c'est que viennent faire les insectes dans notre alimentation. Alors évidemment, il y a plusieurs réponses possibles parce qu'il y a différents niveaux de conscience. Ceux qui connaissent mon travail savent que l'objectif de mes vidéos est de conduire en conscience au pourquoi du comment à partir d'éléments factuels que je mets en lien pour parvenir à une image finale. Entendons-nous bien, je ne souhaite ici convaincre personne. Chacun doit faire son propre chemin pour parvenir à une prise de conscience à la lumière des éléments qui vous seront présentés. Alors, mon exposé va certainement vous apporter certaines connaissances sur notre très ancien, lointain passé, mais qui, mis à la lumière de notre présent, pourrait bien quelque peu vous étonner, vous surprendre, et même certainement vous donner envie d'entreprendre des recherches personnelles. Et c'est là une très bonne chose. Pour me soutenir, bien évidemment, vos partages, vos likes, vos commentaires sont les bienvenus. J'ai besoin de vous, vraiment, pour que cette chaîne puisse se développer. Et puis, pour moi, c'est une source de motivation, mais vraiment réelle. Donc, c'est vrai que quand je vois votre enthousiasme, ben, ça me pousse à vous donner à chaque fois un peu plus, ou en tout cas, le meilleur de moi-même. Pour ceux et celles qui souhaitent participer plus activement à cette aventure galicienne, je dirais, entre guillemets, eh bien, j'ai mis dans la barre de description un lien Tipeee sur lequel il suffit de cliquer si vous souhaitez faire un don, ne serait-ce que de 1 euro. Commençons. Au mois de janvier 2023, l'Union européenne a autorisé la mise sur le marché de la farine d'insectes pour, selon le narratif officiel, lutter contre le réchauffement climatique, pallier au manque de ressources, compte tenu de l'accroissement de la population mondiale. Alors, quels sont les aliments concernés par cette farine d'insectes? Eh bien, ils sont vraiment nombreux, très nombreux. On retrouve cette farine d'insectes dans le pain et les petits pains, dans les céréales transformées, les céréales pour le petit déjeuner, les barres de céréales, les biscuits, les produits à base de pommes de terre, les plats à base de légumineuses, de légumes, dans les soupes et concentrés par exemple, ou poudre de soupe, dans les fruits à coque et oléagineux, les confiseries au chocolat, les pâtes, les chips, les sauces, dans la pâte à pizza, les frites industrielles, dans les substituts de viande. Donc vous voyez, c'est dans de très très nombreux produits transformés que l'on trouve au supermarché. Ceci dit, il est difficile de savoir si le boulanger du coin ou si votre resto préféré utilise de la farine d'insectes. Donc cette farine est composée de poudre de grillons domestiques,
que l'on retrouve sur les étiquettes d'emballage, normalement, hein, sous la dénomination Hacheta ou Aketa domesticus. Et il y a également des larves de petits ténébrions, un petit coléoptère qui lui apparaît sous le nom de Alphitobdus diaperinus. On se croirait avec un nom pareil chez les gladiateurs, mais non, pas du tout, c'est un misérable petit insecte. Donc ici, évidemment, je pose uniquement un cadre, sans entrer dans le détail, parce que vous pouvez par vous-même découvrir facilement toutes les informations inhérentes à cette farine d'insectes. En ce qui me concerne, j'ai plutôt envie de vous emmener avec moi en voyage dans le sud de la Turquie, sur le site très énigmatique de Göbekli Tepe. Je peux d'autant plus en parler que je l'ai visité avec mon homme en 2019. Ça a été un privilège pour moi incroyable. Alors, quel lien entre la farine d'insectes et Göbekli Tepe? C'est ce que je vous invite à découvrir maintenant. Göbekli Tepe est le plus ancien site mégalithique connu au monde. Appelé le premier temple du monde, il a vu le jour, selon les experts, il y a environ 12 000 ans. 12 000 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable, c'est carrément vertigineux. Il faut imaginer que 12 000 ans, c'est 5 500 ans avant le début des alignements Karnak, plus de 6 500 ans avant les premières cités sumériennes, c'est 7 000 ans avant Stone Age. C'est énorme. Ce site mégalithique est donc situé dans le sud de la Turquie, à environ 60 km de la frontière syrienne. Les fouilles menées au cours des 2 dernières décennies ont mis à jour une série d'enceintes à peu près circulaires, constituées principalement de dalles mégalithiques verticales et de murs en pierre brute. Des sculptures en bas et haut relief ornent ces mégalithes sur lesquels figurent de nombreuses figures zoomorphes dans diverses postures, ainsi que des symboles plus abstraits. Sa découverte a produit un véritable séisme dans la communauté scientifique, parce que pour la première fois, la communauté scientifique considère que, je cite, « seule l'organisation nécessaire à la construction d'un tel monument a pu entraîner le développement de l'agriculture et la sédentarisation de l'homme ». Alors que jusqu'alors, il y avait une chronologie qui était établie. Et en fait, ils se rendent compte que cette chronologie, il faut toute la revoir. Et donc, quand je suis arrivée sur le site, j'ai été saisie d'émerveillement. C'était très étrange pour moi parce que je venais de visiter Éphèse absolument grandiose, magnifique, mais c'est un émerveillement que l'on perçoit avec nos yeux de chair, cet émerveillement-là à Éphèse, que là, sur le site de Göbekli Tepe, ça a été un émerveillement intérieur. Parce que franchement, la structure elle-même, si on compare Éphèse, Göbekli Tepe, ça n'a rien à voir. Alors que j'étais là à regarder ce site en arrivant, le sourire aux lèvres, toute contente de voir ces blocs de pierre, eh bien une vision s'est présentée spontanément à moi. Ça a été comme un film que j'ai pu voir qui s'est déroulé devant mes yeux. Et qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien j'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes ranger tranquillement leurs affaires. Il y avait aussi des enfants et ils préparaient leur départ. Cette vision s'est accompagnée d'un ressenti très fort qui m'a fait comprendre qu'ils savaient. Ils savaient qu'un élément allait se produire, mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y avait pas d'affolement. Ils préparaient tranquillement leurs affaires. C'est alors que j'ai saisi que les pierres qui étaient là sous mes yeux avec ces animaux en bas-relief ressemblaient à un calendrier ou à un zodiaque. Et mes yeux se sont portés sur le ciel et ils savaient qu'un événement majeur allait survenir et que c'est pour cela qu'ils préparaient tranquillement les affaires en vue de cet événement et qu'ils allaient donc quitter les lieux. Et c'était vraiment très étonnant pour moi parce que l'idée c'est que mais comment pouvaient-ils savoir? Comment ont-ils pu savoir? Parce qu'aujourd'hui, avec tous nos appareils sophistiqués et notre pseudo-science,
c'est tout juste si on est en mesure de donner la météo de la veille au lendemain. Et là, en plus, attendez, c'était des chasseurs-cueilleurs a priori. Il a toujours été question, c'est vrai, d'émerveillement quant aux anciennes civilisations, à leur connaissance des étoiles. Encore aujourd'hui, l'énigme de la construction et du rôle des pyramides reste entière, tout comme sur les autres sites que j'ai cités précédemment. En ce qui me concerne, j'ai toujours su que cette connaissance des étoiles ne pouvait provenir que d'un agent extérieur, et les mythes fondateurs retracent l'idée de Dieu venu sur Terre suite à une guerre cosmique. L'Enuma Elish, dont je vous recommande fortement la lecture, est justement un poème qui relate l'épopée babylonienne de la création du monde. Ce poème est présenté sur 7 tablettes en argile écrites en caractères cunéiformes. Ces tablettes ont été découvertes à Ninive, en Irak, au XIXe siècle, et elles nous révèlent et nous apportent de nombreux éclairages sur les origines du cosmos, le combat des premiers dieux, l'ascension du dieu Marduk et la création de l'homme. J'ouvre une parenthèse. Lorsque je voyage, je ne lis jamais rien sur le sujet avant mon départ, puisque je pars de l'idée que les informations que je vais percevoir, que je vais recevoir ou que je vais comprendre doivent provenir d'abord de moi-même. Je veux aller sur les sites sans être aucunement influencée par telle pensée ou tel courant. Voilà, donc je veux arriver l'esprit vierge si vous voulez. Et donc c'est à la suite, à mon retour, de Göbekli Tepe que je me suis intéressée de plus près à ce site archéologique incroyable, et j'avoue avoir été, mais alors, très très surprise par ce que j'ai découvert, parce que j'ai trouvé des données corroborant ce que j'avais vu et ressenti. Je suis tombée entre autres sur un mémoire de recherche de Martin Sweetman et Dimitrios Tsikritsis de l'école d'ingénierie de l'université d'Édimbourg qui date de mars 2017 et qui s'intitule Décoder Göbekli Tepe avec l'archéoastronomie. Que dit le renard? Et voici l'introduction qui m'a tout de suite mis sur la voie. Je cite: nous avons interprété une grande partie du symbolisme de Göbekli Tepe en termes d'événements astronomiques. En faisant correspondre des sculptures en bas-relief sur certains des piliers de Göbekli Tepe à des astérismes stellaires, nous avons trouvé des preuves irréfutables que la fameuse pierre du Vautour est un cachet ou timbre dateur de 10 950 avant JC. Nous trouvons également des preuves qu'une fonction clé de Göbekli Tepe était d'observer les pluies de météores et d'enregistrer les rencontres cométaires. En effet, les habitants de Göbekli Tepe semblent avoir eu un intérêt particulier pour le flux météorique des Taurides, le même flux météorique qui est proposé comme responsable de l'événement du Dryas récent. J'ai trouvé aussi d'autres informations sur 2 journalistes qui avaient enquêté et qui allaient dans le même sens que moi, c'est-à-dire qu'ils savaient. Mais bon, donc c'est juste impressionnant, j'ai été étonnée moi-même. Vous l'avez donc bien compris, je suis restée, familièrement parlant, sur les fesses. Et j'ai donc poursuivi mes petites recherches. Et c'est en préparant la vidéo qui s'intitule Gouvernance mondiale extraterrestre annoncée, dont je mets le lien dans la description, que je suis tombée nez à nez avec ce que je vais vous présenter maintenant, et qui m'a particulièrement interpellée, parce que j'ai vu là un lien fort entre la farine d'insectes, l'extraterrestre des JO ressemblant à un insectoïde venu du ciel, dont la mise en scène suggère qu'il gouvernera le monde. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, vraiment, je vous encourage à la visionner pour bien comprendre ce que je vais vous présenter, bien comprendre les lignes de conduite. D'accord? Mais revenons à nos moutons. Nous avons donc 12 000 ans avant JC les traces d'une première civilisation qui figure le point de départ des civilisations qui se sont déployées après aux 4 coins du monde, et ceci après une rencontre cométaire. Le professeur Manfred Eun
expert en céréales, s'est rendu en 1997 à Göbekli Tepe pour trouver des preuves qui le mèneraient aux premières graines de céréales. Sa découverte de l'engrain, un ancien blé, l'a conduit à 30 km du nord-ouest du mont Karadağ, qui signifie montagne noire. C'est un ancien volcan qui est situé dans la province de Karaman en Turquie. Le professeur Manfred considère cet engrain comme la plus ancienne céréale connue de l'homme. Les résultats d'analyse des laboratoires ont prouvé que les spécimens d'engrain et d'amidonnier remontent à 10 500 ans avant JC. Les premières preuves de la culture de céréales sont donc bel et bien apparues dans le sud de la Turquie, près de la frontière syrienne. Et cette culture concerne un nouveau type de céréales qui sont plantées puis cultivées. Avant cela, les habitants de la région cueillaient simplement le blé sauvage. Une question se pose alors. Comment des chasseurs-cueilleurs ont-ils développé du jour au lendemain les compétences nécessaires à la construction du temple de Göbekli Tepe, aligné astronomiquement pour ensuite organiser, il y a 11 500 ans environ, l'élevage et l'agriculture? Serait-ce ici le fameux maillon manquant? Il y a comme un saut quantique. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi vos commentaires. Hein. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez vraiment envie de creuser le sujet? Qui plus est, c'est lorsque les graines sont apparues que toutes les anciennes civilisations ont commencé à apparaître. Et cela semble pouvoir correspondre à l'introduction de ces graines de céréales dans notre ADN, dont la consommation a eu un impact alors sur l'ADN humain. Tout porte donc à démontrer que l'évolution de l'homme a pris son essor, a émergé d'une façon révolutionnaire, d'un jour à l'autre, dans cette région de Göbekli Tepe, faisant d'elle le berceau de l'humanité. Pour la petite histoire, Göbekli Tepe signifie colline ventrue. Personnellement, ça me fait penser au ventre d'une femme enceinte. Restez avec moi, hein, parce que notre quête de sens ne fait que commencer. Parce que penchons-nous un instant sur la théorie de la panspermie. La panspermie est la théorie selon laquelle la vie sur Terre provient de germes venus d'ailleurs. Mais dans cette définition, il s'agit d'un événement naturel, alors que clairement, à Göbekli Tepe, il s'agirait d'une opération génétique entre l'ancien blé et une nouvelle céréale. Certains scientifiques pensent que les céréales sont venues d'une autre planète et ont été génétiquement assemblées, donc avec des plantes indigènes, ce qui suppose une intervention extérieure et non pas un phénomène naturel. Cette modification génétique aurait donc modifié l'ADN humain par la consommation de cette nouvelle céréale. C'est là que ça devient intéressant, car l'on trouve dans les tablettes sumériennes l'existence d'une déesse généticienne qui s'appelle Nisaba. Nisaba signifie la dame de la répartition du grain. Alors, je vous encourage vraiment à faire vos propres recherches, parce qu'ici, je ne peux que vous présenter une version hyper condensée pour vous conduire à l'essentiel. Personnellement, c'est un sujet qui me passionne. Alors, aussi une chose, n'oubliez pas les petits cailloux blancs qui sont des fragments de nos mémoires ou de notre histoire que nous devons retrouver individuellement pour retrouver le chemin de retour à la maison. Je referme cette parenthèse. C'est donc à partir de l'apparition de cette nouvelle céréale que les chasseurs-cueilleurs auraient développé du jour au lendemain de nouvelles compétences et créé une véritable civilisation. Rappelez-vous mes propos sur l'évocation d'une intervention extérieure, car certains experts pensent que les survivants d'un événement cataclysmique survenu il y a 11 500 ans sont parvenus en Anatolie dans le but de reconstruire leur civilisation qui était déjà très avancée lors de l'événement cataclysmique. Les preuves quant à cet événement cataclysmique existent, et cet événement aurait été provoqué à la suite d'un épisode cométaire. D'autres
vont évoquer une explosion solaire. Mais tout porte à croire que c'est vraiment une rencontre cométaire. Vous imaginez? Vous imaginez? La révolution humaine est partie d'une graine de céréales. Allons plus loin. Bill Carlson suggère la dispersion des survivants aux 4 coins du monde et la reconstruction ou tentative de reconstruction de leur civilisation et l'apprentissage de l'élevage et de l'agriculture aux humains déjà présents, mais également la modification génétique entre le blé sauvage déjà existant sur Terre et des céréales provenant d'une autre planète. Il parle bien de l'apparition de cette culture du jour au lendemain. Pour Bill Carlson, il était difficile pour les Anunnaki, provenant d'un champ gravitationnel différent, de travailler sur Terre. Et ils ont donc décidé de modifier l'être humain avec leur propre génétique. L'on retrouve cet épisode dans une tablette sumérienne dans laquelle Enki Ea crée l'humain à partir du sang du dieu Kingu. Il y a donc une modification génétique non seulement des plantes, mais également de l'être humain. En ce qui me concerne, je n'ai pas pu ne pas faire le lien entre les abductions ou enlèvements extraterrestres, les hybrides qui sont de plus en plus nombreux et qui se mélangent aux humains, à l'arrivée annonciatrice via les JO de Paris d'une gouvernance mondiale extraterrestre insectoïde et la farine d'insectes. Parce que l'on sait que l'alimentation modifie notre ADN. Et lorsque l'on fait le lien entre Göbekli Tepe, je trouve cela très troublant. Parce qu'il est évident que l'ADN humain est fortement menacé depuis quelques années, non seulement avec l'alimentation, mais également avec l'ARN messager, contenu notamment dans les vaques, mais pas seulement, puisque je ne sais pas si vous êtes informés, mais aujourd'hui, tout le poisson, les crevettes, le saumon sont vaques à l'ARN. J'ai vu des vidéos en Espagne où on voyait des ouvriers d'une usine de poissons vaques à l'ARN, 20 000 poissons par jour. Voilà. Vous voyez, donc il y a comme une attaque sur notre ADN. Mais il est important de comprendre pourquoi. Et vous allez voir, vous allez tout comprendre. Parce qu'il faut savoir que l'ADN agit comme une antenne. Elle reçoit et elle émet. L'ADN a une dimension quantique. Pour vous aider à comprendre cette dimension quantique, plutôt que d'aller dans des concepts de physique quantique compliqués, complexes, je vais plutôt m'appuyer sur l'expérience très parlante de la théorie du centième siège, qui a été élaborée à la suite d'une expérience scientifique. De 1952 à 1965, soit pendant 13 ans, des scientifiques japonais ont observé le comportement d'un groupe de macaques japonais à l'état sauvage. En 1952, sur l'île de Koshima, des scientifiques nourrissaient les singes avec des patates douces crues en les jetant sur le sable. Les singes appréciaient les patates, mais trouvaient certainement le sable laissé sur ces dernières un peu déplaisant. Un jour, une femelle âgée de 18 mois, nommée Imo, a solutionné le problème. Ah, les femmes, les femelles, en lavant les patates dans un ruisseau tout près. Elle montra ensuite cette astuce à sa mère. Les compagnes ensuite de jeu ont également appris cette astuce et l'enseignèrent aussi à leur mère, et ainsi de suite. Ça a été donc une innovation culturelle qui a été graduellement adoptée par différents singes, et tout ça sous les yeux des scientifiques. Et entre 1952 et 1958, tous les jeunes singes ont appris à laver les patates douces recouvertes de sable pour les rendre plus agréables à manger, tout simplement. Seuls les singes adultes qui imitèrent leurs enfants apprirent cette amélioration sociale. D'autres singes adultes plus anciens conservèrent quant à eux leur habitude de manger des patates douces recouvertes de sable. À l'automne de 1958, quelque chose d'inattendu et de très très étonnant se produisit. Un certain nombre de singes de Koshima lavaient leurs patates douces. Supposons qu'un jour il y eut 99 singes sur cette île qui a appris à laver leurs patates douces.
Le jour suivant, un 100e singe apprit à laver également les patates. Et c'est ainsi que la chose se produisit. La chose la plus surprenante observée par ces scientifiques fut le fait que l'habitude de laver les patates douces fit alors un saut quantique au-dessus de la mer pour rejoindre donc les colonies des autres singes habitant d'autres îles qui apprirent eux spontanément à laver les patates avant de les consommer. C'est vraiment là le fameux saut quantique puisque les singes de l'autre côté sur les autres îles n'avaient pas appris à laver les patates. Ils n'étaient pas en contact avec les singes de Koshima. Vous commencez à comprendre. Ainsi, en transposant cette expérience à l'échelle de l'humanité, on peut en déduire qu'à partir d'un certain nombre d'individus ayant opéré une révolution intérieure, je dirais, il y a pour l'humanité la possibilité d'opérer une véritable transmutation. Je parle ici d'un possible saut quantique initié par la conscience. L'éveil des consciences se manifeste chaque jour davantage et l'évolution de l'homme passe par l'activation de notre antenne commune, l'ADN, qui donnera naissance à un nouveau paradigme, à un nouveau monde. Et donc, tout est mis en œuvre pour que nous ne parvenions pas à ce saut quantique. Ça fait pas mal d'informations, mais surtout, dites-moi, est-ce que tout cela vous parle? Est-ce que ça suscite votre intérêt, votre curiosité? Qu'est-ce que vous avez à me dire de plus? Parce qu'il y a peut-être des choses que je n'ai pas dites pour réduire la vidéo qui aurait été trop longue, mais peut-être que vous avez un élément à partager et vraiment je suis preneuse. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il n'y a pas de hasard. J'ai vraiment hâte de vous lire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Encore une fois, parce que j'ai besoin de vous pour que ma chaîne se développe et c'est de vous aussi que vient ma motivation pour vous présenter tout ce travail. Alors, je vous dis encore une fois, bonne et merveilleuse année à vous tous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.